bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Cette semaine, le programme de Nec Plus Ultra est tissé avec les fils de la passion. La passion du beau flirte outrageusement avec la photo, l'œnologie, la mode et la joaillerie sommaire. Cette semaine, nous aimons beaucoup les plus beaux portraits photos du monde. Nous aimons énormément l'initiative d'un palace parisien avec de nouveaux vins. Et passionnément les bijoux de Carlo Traglio pour Vernier. Premier stop passion au studio Harcourt. Le studio mythique, célèbre pour ses photos en noir et blanc, a été créé par les frères Lacroix et Cosette Arthur. Penchez un peu la tête vers moi et regardez l'objectif moteur. Nous sommes à Paris en plein triangle d'or et non pas à Cannes en dépit des marches qui rappellent le grand escalier du festival. Là nous attendent des hommes et des femmes qui ont peuplé nos rêves et encombré nos mémoires pour notre plus grand bonheur, et ce depuis tant d'années. Car le studio Harcourt, c'est d'abord une magie et une histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire qui a commencé dans les années 1934, un petit peu sur les plateaux de cinéma quand même, avec une lumière bien particulière, cette lumière noir et blanc qu'on connaît bien, cette lumière au tungstène, lumière continue. Et c'est ça, c'est la continuité de la lumière qui nous amène aujourd'hui à poursuivre cette œuvre. Ils sont tous là et ils sont tous venus ici, en sachant qu'ils pénétraient dans un lieu exceptionnel. Il n'y a qu'un studio Harcourt, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un? Je pense que ça tient aussi à Cosette Harcourt, Germaine Hirschfeld, qui avait travaillé dans le studio des frères Manuel et qui était, elle, une passionnée plutôt d'art et de peinture et qui pensait que la photographie allait supplanter la peinture. Donc ça vient vraiment de son inspiration à elle artistique, de travailler sur le clair-obscur. C'est vrai qu'elle était amoureuse de cette lumière, lumière de cinéma, lumière continue. C'est toujours ce qu'on a gardé et c'est elle qui a donné le style Harcourt. Et sans vouloir parodier Coco Chanel, c'est vrai que le style demeure. Le style passe les âges, passe les époques. C'est parfois difficile, c'est vrai qu'il faut parfois l'adapter à son environnement, mais le style demeure. Tant pis pour les clichés, même si dans cette maison, personne ne le reprochera. Le style, c'est d'abord un formidable travail des maquilleuses, des coiffeuses, des habilleuses, des éclairages, des techniciens et des photographes, bien sûr. C'est vrai que pour un photographe, c'est difficile de travailler pour Harcourt et on les remercie de cette attention parce que ça demande déjà une humilité, s'effacer devant une signature. Il y a plus de 150 photographes qui sont passés par le studio Harcourt, donc le photographe n'est qu'un de tous les photographes. Donc c'est déjà pour un créatif, il ne faut pas avoir un ego démesuré pour être un photographe chez Studio Harcourt. Il faut être patient, non seulement de l'humilité, mais de la patience, parce qu'il faut apprendre à redevenir éclairagiste, un petit peu comme au cinéma, à manier cette lumière, et c'est qu'en la manipulant, cette lumière, qu'on comprend tous ces effets sur le visage. Il faut vraiment devenir un sculpteur de lumière et venir appliquer les faisceaux qui sont relativement concentrés avec les projecteurs que nous avons. Il y a la lumière continue, mais il y a aussi les lentilles qui permettent de concentrer. Donc de faire que la lumière va venir se réfléchir sur les angles du visage pour donner une dimension sculpturale à la photographie. La photographie Studio Harcourt, elle est animée parce que justement elle est sculptée. Ce n'est pas une photo en 2 dimensions. C'est vrai que le studio avait presque inventé la 3D avant le cinéma. Et cette invention des codes, ce style, on le doit à la pionnière Cosette Harcourt. Je pense que c'était une grande visionnaire parce que dans les années 1920, là où elle a commencé à faire de la photographie, c'était pas évident que la photo allait devenir un art. C'était pas quelque chose d'inné, c'était quand même quelque chose de nouveau qui venait de la technique, qui venait de l'optique. Donc c'était pas très artistique en fait, c'était pas très glamour. Et d'avoir voulu en faire quelque chose non seulement de glamour, d'intemporel, quelque chose d'une véritable dimension artistique, c'était une vision en 1920. Ainsi naissent les légendes par la grâce d'une photographie, qu'ils s'appellent Alison Paradis, Zidane ou Alain Delon. Ils sont tous les héros de la saga Harcourt. J'ai une affection particulière pour un personnage comme Jean Reno, que je trouve être un très grand comédien et quelqu'un d'une grande humilité aussi.
Donc Carole Bouquet, bien évidemment, Laetitia Casta, un petit peu tous ces portraits. Et puis tous ces artistes, Jeanne Moreau, qui est une très grande dame, qui n'a jamais quitté le studio Harcourt, qui est venue jeune, qui y revient, qui continue à le côtoyer. Il y a aussi des écrivains, un personnage comme Amélie Nothomb, c'est un plaisir que de la recevoir. Beaucoup d'artistes, en fait, les grands artistes sont des gens extraordinaires, les grands comédiens sont des gens d'une grande simplicité et qui ont compris la dimension du portrait studio Harcourt et qui savent justement l'utiliser à sa juste valeur. Alison Paradis va entrer dans cette légende. C'est un portrait qui va traverser les âges, qui va traverser les temps, et c'est aussi un lien intergénérationnel. Il y a une dimension psychologique derrière cette image, parce que c'est vrai qu'on a tous cette question existentielle, d'où on vient pour savoir où on va. On a tous ce besoin un petit peu de laisser une trace, une empreinte de notre passage sur Terre, et cette photo, elle nous donne accès un petit peu à l'immortalité. On est d'accord, pour une fois au studio Harcourt, il n'y a pas photo. Vous aurez les épreuves dans 3 semaines. En attendant, rendons-nous à l'hôtel Bristol. Une intelligente expérience nous attend. Un partage de coups de cœur en cours. Dans ce palace moelleux qu'est le Bristol, chaque premier lundi du mois, le soir, un rendez-vous mystérieux se déroule. Des passionnés se retrouvent pour déguster un vin inconnu. Pas un grand cru, pas une appellation prestigieuse, mais un nectar nouveau, soigneusement sélectionné par un autre passionné, le sommelier. Ce qui est vraiment intéressant dans le métier de sommelier, c'est vraiment d'essayer de, entre guillemets, découvrir certains nouveaux talents, de nouveaux vins, de nouvelles horizons au niveau de l'approche des vins. Donc nous, ce qu'on a vraiment voulu faire au niveau du 114 avec ces dégustations œnologiques qui a lieu le premier lundi de chaque mois, c'est vraiment de redémocratiser le vin en faisant découvrir des soit jeunes vignerons ou moins jeunes vignerons, mais toujours sur des domaines sensiblement à taille humaine. Donc où on a vraiment un vigneron qui fait les vins de A à Z. Là, c'est vraiment la règle de base. Moi, je ne suis absolument pas pour faire découvrir des petits vins si la matière initiale qui est dans la bouteille n'est absolument pas au niveau. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une identité de produit, qu'il y ait une identité de personnage à l'intérieur de la bouteille et qu'on puisse en plus en parler et en discuter avec les gens. Mais si on n'a pas un réel plaisir de vin, de profondeur et d'homme derrière, c'est un peu compliqué. Tous les domaines qu'on essaie de mettre en avant, on essaie quand même de les mettre également au restaurant gastronomique. Pas uniquement parce que c'est des vins un petit peu plus démocratiques, que c'est uniquement pour le 114. Tous ces vins ont la place également au restaurant gastronomique. Avant d'arriver dans votre verre, le vin a déjà vécu toute une histoire avec des joies et des drames qui rendent le métier de producteur si compliqué et si prenant. Un vigneron ne maîtrise pas tout, hein. Et d'une année sur l'autre, on s'adapte à une matière première qui est différente. Donc il faut la sentir, il y a un travail d'instinct. Après, on a un repère par rapport au millésime que l'on a fait. Et il faut toujours s'adapter. On n'a jamais deux fois la même chose, hein. Un travail de bon vigneron, c'est un travail de respect. Et il doit y avoir effectivement le reflet d'une terre, le reflet d'un millésime, donc des conditions climatiques qui sont emmagasinées dans une grappe, hein, et ça doit être restitué dans le vin. À chaque fois qu'on essaye de faire des apports extérieurs, on cache un petit peu cette beauté. Et pour moi, il faut vraiment avoir le reflet de ce que la nature m'a amené. Bon, imaginons un bouquet de fleurs avec des fleurs fanées. C'est un bouquet, pour moi, qui n'a plus de vie, hein. La fleur doit être bien droite, le bouton de la fleur à peine ouvert, et c'est là où on a la beauté. Bien, je fais souvent la comparaison. Bon, le vin doit rester sur cette fraîcheur, cette beauté, et il ne doit pas être fané, hein. J'aime les vins très secs qui tracent pour aller sur des cuisines, on va dire, non en sauce, hein, des cuisines marines, du style, je ne sais pas, des carpaccio de poisson, simplement des produits marins comme la langoustine, on peut souligner avec une petite huile, par exemple. L'hiver, le vigneron ne chôme pas, il lave ses barriques. Alors, du lavage comme ça, je crois que c'est en voie de disparition, hein. La manipulation de barriques, vous avez vu, ça prend du temps. On ramène les barriques au point d'eau, on passe la chaîne à l'eau froide, ensuite on évacue l'eau, ensuite on rince avec toujours de l'eau froide. Après, on roule la barrique, on la laisse s'égoutter sur ce qu'on appelle le chantier, les supports en bois où on met les barriques.
où là on retrouve encore l'équivalent de 1 ou 2 verres d'eau. Donc elle s'égoutte et ensuite on peut utiliser sa barrique qui est propre. Donc beaucoup de manipulations. À ma connaissance, bon, il y a peu de vignerons qui travaillent encore de la sorte. L'hiver aussi, la vigne a besoin de soins, mais lesquels? Donc c'est des vignes qui on reçoit absolument aucun désherbant chimique. Hein. Donc on travaille le sol entre rangs et entre ceps de façon à avoir un vignoble propre. Hein. On a 12 hectares de vignes, hein. Donc on a un caractère, on va dire, très artisanal. Hein. Et puis la plantation des vignes, quand on doit replanter une vigne, on le fait nous-mêmes. Donc en sous-traitance, on ne demande personne. Hein. Donc on fait le travail de A jusqu'à Z. Bien sûr, des vendanges avec une petite équipe. On est 12 vendangeurs, donc des personnes qui viennent d'une année sur l'autre. C'est vraiment un travail d'équipe et assez soudé. Et durant l'hiver, le vigneron taille la vigne. Donc ne seront fructifères que les bois qui partent sur le bois de taille de l'an dernier. Tout à fait. Donc vous avez celui-ci qui est fructifère et celui-ci. Là, il est déjà en dessous, celui-là n'est pas fructifère. Donc le tailleur, il va falloir qu'il choisisse le bois le plus joli et le mieux orienté. C'est tout ce travail que le Palace met en valeur par son initiative originale, car si le luxe est une affaire de cœur, c'est aussi une affaire de ténacité et de passion. Et le Palace joue le rôle d'un mécène pour ces artisans de la vigne qui contribuent au rayonnement de la culture française. Tout un savoir-faire, tout un savoir-vivre, toute l'harmonie entre un plat et un vin sont ainsi magnifiés. Au fond, ce que l'on déguste, ce n'est pas seulement de la nourriture et une boisson, mais l'histoire d'un pays et d'une civilisation. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voilà, donc je vous présente le Vouvray de chez Foreau avec l'œuf king crab qui est servi dans une mayonnaise aromatisée au gingembre, à la citronnelle et servi avec quelques points de caviar, de citron caviar sur le dessus. Donc ce qui est très intéressant au niveau du Vouvray, c'est qu'on est sur un vin qui est très aérien avec énormément d'arômes, énormément d'exubérance aromatique. Donc ce qui est quand même qui va rejoindre le gingembre, la citronnelle, le côté citron caviar qui est quand même assez exubérant au niveau des arômes. C'est un propriétaire qui est très connu au niveau de l'appellation Vouvray. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'appellation Vouvray qui est un petit peu moins connue. Donc on a plus de 3000 hectares sur l'appellation Vouvray, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a 4-5 propriétaires qui sortent un petit peu leur épingle du jeu pour avoir vraiment des grands vins de race, des grands vins de profondeur. Et il est un peu dommage, alors que les Palaces, nous devons être la vitrine de l'hôtellerie, du savoir-faire, de l'excellence à la française, un côté très qualitatif. Il était dommage de ne pas associer bien des personnes qui ne savent pas nécessairement comment vanter les mérites de leurs produits, qui ne savent pas nécessairement bien commercialiser, qui n'ont pas toujours les moyens pour bien le faire. Il était intéressant de leur donner une vitrine sur le centre de notre culture parisienne. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une démarche un petit peu nouvelle à ce niveau-là, au niveau de l'approche du vin, donc de faire découvrir des vins, de faire venir des vignerons. Peut-être qu'un jour on le fera avec des cultivateurs qui viendront montrer leurs produits. Quelle est l'idée? De redémocratiser le vin, de donner envie aux gens de boire le vin et de boire vraiment le vin par gourmandise. Que Marco Pelletier compte sur nous, un adage français dit que quand le vin est tiré, il faut le boire, on ne se fera pas prier. Peut-on parler d'amour sans parler art contemporain et bijoux? Pas pour Nec Plus Ultra. L'exploit de ce 2 en 1 est réussi par Carlo Traglio, amateur d'art contemporain et joaillier. Rencontre. S'il y a des hommes qui ont une double vie, d'autres ont plusieurs passions. Inutile de préciser que nous préférons les seconds aux premiers. Comme Carlo Traglio qui aime autant l'art moderne et contemporain que l'orfèvrerie et la joaillerie. Et cet homme tranquille qui déambule parmi ses trésors adore avant tout partager avec les autres ses découvertes et ses emballements. Oui, une collection voyageuse, c'est surtout un endroit de loisir. J'invite des amis, je fais des soirées, et donc la collection tourne dans cet espace. J'ai des choses qui n'appartiennent pas à la même époque. Il y a des choses qui dialoguent très bien. C'est une table du XVIIe qui dialogue avec une art contemporaine de Yannis Kournelis qui a été faite il y a 15 ans. Donc il y a 300 ans de différence et elle dialogue parfaitement.
Je vous invite à la table, c'est la table du roi et de la reine. C'est une table de Flavio Favelli, c'est toujours un Italien. À mon avis, c'est un grand artiste, il a plus ou moins 40 ans aujourd'hui. Et c'est une table qui est appareillée, en fait, mais où les assiettes sont enfoncées complètement dans la table. Donc on ne peut jamais les enlever. Donc la signification de tout ça, c'est qu'une table, il faut qu'elle soit toujours accueillante. Donc il a décomposé un nid d'oiseau avec toutes les pièces qui étaient à l'intérieur. C'est un artiste toujours italien. Ici, il y a un peu les Italiens, hein, si vous voulez. Il s'appelle Nico Vascellari. Là, on voit comment un oiseau pense. Qu'est-ce qu'il lui faut pour composer cette maison? Et moi, je pense que tous les hommes devraient faire la même chose, les hommes et les femmes, de penser quelle est leur propre maison et comment la faire. Croyez-moi, quelqu'un d'ému par un nid d'oiseau mis à plat non seulement ne peut être mauvais, mais est au fond un philosophe. Aujourd'hui, j'essaie de considérer les jeunes. Je veux voir ce que ce sera le futur, pas le passé. Il faut vivre l'aujourd'hui et puis regarder ce qui se passera dans 20 ans. Et dans mon métier de joaillier, c'est très important. Ça, c'est l'hélice de mon bateau, démontée, de mon bateau à voile, démontée, mais qui est très belle, qui a des formes absolument magnifiques. Et de là peut naître un bijou. Vous voyez, donc cette forme-là, elle a une forme absolument parfaite. Bien sûr, ses collections d'art l'aident pour créer ses bijoux. Il y puise de l'inspiration, il y côtoie la simplicité et la beauté qu'il veut retrouver dans ses créations. D'où son succès auprès des connaisseurs. La maison Vernier qu'il dirige a des boutiques dans le monde entier et sa joaillerie est distribuée dans les 50 plus belles bijouteries de la planète. Chez soi, on a ce qu'on veut voir tous les jours et je pense qu'on s'en lasse jamais. En fait, ça, c'est des œuvres que j'ai changé beaucoup de maisons, mais elles me suivent ponctuellement. Et donc, c'est celle que j'aime le plus, c'est celle qui me donne du plaisir. Que je regarde toujours avec des yeux différents d'ailleurs, parce que le soir, la journée, ça change. Ça, c'est Warhol. J'aime beaucoup ce dessin qui s'appelle Surgery, parce que ça tirait comme... C'est très à la mode maintenant que tout le monde se refait la gueule, on dit, et voilà. Et à côté, de nouveau, Hockney. Et tout au fond, là, c'est une gouache de Picasso, 1909, je crois. C'est l'amour, l'émotion, c'est le pep que vous donne une œuvre d'art, c'est le coup de foudre. Et je ne renie rien, même les erreurs. Il faut avoir des erreurs. Dans une collection, il faut des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui font la beauté du reste. Si vous avez une collection qui est une checklist d'auteurs, c'est simplement, si vous voulez, une manière de montrer aux gens. Alors, il faut des erreurs. Quand vous voyez des erreurs, vous dites ça, c'est un vrai collectionneur. Des erreurs, en revanche, il n'en commet pas dans ses créations. Chaque bijou est une pièce unique travaillée à la main, dessinée et fabriquée des mois durant, avec pour règle la simplicité, pour obligation l'élégance et pour consigne la recherche de la forme pure. On ne peut pas vivre sans avoir un chantier dans les mains. Il faut transformer. D'ailleurs, le fait d'être joaillier, donc c'est une transformation. Donc c'est de transformer quelque chose qui est peut-être pas très beau en quelque chose de très beau. Évidemment, tout cela ne se fait pas en un jour. Pour arriver à cette perfection, il faut des années de travail. J'ai commencé à regarder les bijoux de ma mère et j'ai commencé à lui dire « Est-ce que je peux les nettoyer ?» C'était pas un jeu, c'était vraiment quelque chose de plus qu'un jeu. Je voulais savoir comment ils étaient faits. Tant que je suis arrivé à 18 ans et je me suis dit « Je veux savoir comment on fait un bijou », j'ai demandé à mon père une année sabbatique, ce que j'ai fait. Et donc, j'étais chez un orfèvre pour savoir comment on faisait un bijou pendant 1 an. Et donc, voilà, donc c'était quelque chose qui faisait partie vraiment de mon ADN. Je pars d'une forme et là, je décide qu'est-ce qu'il ira mieux avec cette forme.
Est-ce qu'il faut mettre de l'or, du platine, de l'ébène, des diamants peut-être, mais pas nécessairement? Est-ce que ça va rester une seule pièce en or ou alors on va la décliner en plusieurs façons? Du fait, ça naît toujours d'une forme. La chenille qui est faite en nacre et cristal de roche, j'adore. Pour arriver au coquillage, toujours ça, c'est la difficulté de créer tout ça. Pièces uniques, c'est toutes des pièces uniques, en fait. Du dessin au bijou, il faut 1 an. Donc c'est un très long processus. 1 an pour le faire, mais toute une vie de bonheur à le porter. N'oubliez pas de vous habiller en rose pour aller dîner avec votre amoureux. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur et aujourd'hui plus que jamais. Au revoir. Coup de cœur pour les tables sculptures infidèles de Mariam Madavi. Pour les bijoux de Minouche Messager chez Garland. Pour ces love letters de Piaget, pour que le message arrive à temps. Pour la montre Le Pont des Amoureux de Van Cleef, une montre poétique à souhait. Et pour ce cœur gourmand, Elsa au citron et fruits rouges à rendre fou d'amour, mais de qui?